Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur Vox Africa dans le cadre de cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des interventions étrangères en Afrique et notamment des missions de l'ONU ou alors des missions spéciales organisées par certains pays, notamment la France, pour ce qui est de Serval, Barkhane ou encore Takuba. La question que nous allons nous poser, c'est à qui est-ce que ces différentes missions profitent réellement? Et à cette question-là, nous allons essayer au cours de cette chronique d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Commençons justement par une mission comme Barkhane. Et pour planter le décor, je vous propose d'écouter le ministre malien des Affaires étrangères sur la question. Même pour que le Mali puisse s'armer, mais il y avait une sorte d'embargo de fait. Certains ont dit oui, vous avez changé de partenaire. Mais le partenaire qu'on a ne nous permet pas d'avancer. Ils étaient là pour pouvoir nous fragiliser et nous diminuer pour pouvoir avoir leur intérêt. Mais on va là où on trouve nos intérêts. L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 1,3 milliard de francs CFA par jour. 9 ans. 9 ans. La France n'a pas donné un seul hélicoptère au Mali dans cette période. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'aéronefs que nous avons pu accueillir en moins de 2 ans sur nos ressources propres au moment où le pays est sous sanctions, sous embargo et presque seul, sans partenaire. Mais il fallait sortir de ces accords, sinon on n'allait jamais pouvoir arriver là. Sans compter ces pays qui contrôlent la BCEAO, ces institutions, même si on a l'argent, si on veut acheter des choses, ils vont aller bloquer. Quand on écoute cela, on a envie de se retourner, parce qu'on se demande, avec tellement de moyens mobilisés, comment en 10 ans, Barkhane n'a pu apporter aucun résultat au Mali. Au contraire, on a l'impression que tout ce financement a plutôt servi à faire progresser le terrorisme dans la région. Au moment où l'armée française intervient au Mali, on l'a dit plusieurs fois, le terrorisme est cantonné uniquement au nord du Mali. Mais au départ de Barkhane, le terrorisme couvrait presque 80% du territoire malien. Je vous dis, ça fait 9 ans. Vous avez l'armée malienne qui, disait-il, on faisait monter en puissance. Vous avez Barkhane, vous avez G5 Sahel, vous avez Takuba, vous avez EUTM. Tous, vous avez ECAP. Mais des villages entiers étaient décimés. Des villages sont brûlés, des femmes enceintes avec leurs enfants. Le terrorisme qui était confiné au nord au début de l'intervention française, ces métastases atteignent les 80% du territoire. Nous avons dit attention, si on ne prend pas nos responsabilités, on va se retrouver comme en Afghanistan. De la même façon qu'en juin, ils ont dit qu'ils partent, un jour ils vont prendre leurs bagages et partir nous laisser. Ça veut dire que notre pays est effacé de la terre. Nous avons dit attention. Et comme vous le savez, au Mali, il n'y avait pas que Barkhane. Il y avait aussi la MINUSMA, la force onusienne. Sur cette question aussi, écoutez ce qu'a coûté la MINUSMA pendant les 10 ans de présence au Mali. Le retrait de la MINUSMA aussi s'inscrit dans ce cadre. Vous voyez une mission qui est venue pour nous aider. Pendant 10 ans, le résultat n'est pas ce que les Maliens attendaient. On a près de 16 000 hommes. La MINUSMA aussi, c'est 1,3 milliard de dollars par an. Hein? Près de 600 milliards sur 10 ans. Sur ces 600 milliards, combien sont même donnés aux Maliens? Si on nous disait même que, bon, écoutez, prenez 20% de ça, nous, on va même partir. Nous, on se serait battu. On en serait sorti. Mais pendant ce temps, pendant ces 10 ans, quand eux, ils sont venus, l'objectif essentiel, la menace au Mali, c'est une menace terroriste. On fait face à des groupes terroristes. Les Nations Unies, par doctrine, c'est que eux, c'est des missions de maintien de la paix. Quand deux pays se battent, quand deux groupes se battent, ils viennent, ils se mettent au milieu. Mais ils ne vont pas se battre. Quand les terroristes passent, ils disent que non, ce n'est pas vous qui nous intéressez, nous, on s'occupe d'autres choses ici. Bon, on a dit qu'après 10 ans, nous, aujourd'hui, la menace est terroriste, c'est le terrorisme qui nous tue, c'est le terrorisme qui est partout dans notre pays. Si vous voulez nous aider, vous nous aidez à lutter contre les terroristes. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, il faut au moins nous laisser. Nous, on est en train de lutter contre les terroristes. Pendant ce temps, chaque jour, il y a un rapport qui sort, Moura, on a tué ceci, on a tué des peuls, on a... Donc, non seulement ils ne nous laissent pas faire le travail qu'on veut faire pour lutter contre les terroristes, mais
ils ont commencé à constituer un obstacle pour faire ce que nous voulons faire. Donc on a dit à un moment, il faut qu'on en tire la conclusion. Il faut qu'on en tire la conclusion, qu'on y mette fin, mais ne nous trompons pas. Quand on dit l'amunissement part aussi, bon, on reconnaît les sacrifices. Il y a eu plusieurs centaines de soldats qui sont morts. Les soldats qui sont morts aussi, 95% viennent des pays africains. Ce n'est pas les autres là qui viennent mourir. Hein. Ils viennent, ils sont dans leur drone, ils sont dans leur truc comme dans une université pour étudier ce qui se passe. Mais ce sont nos frères burkinabés, nigériens et autres qui sont morts. Et qui décide à l'amunissement? Mais ce ne sont pas ces 95%. C'est d'autres puissances tapis dans l'ombre qui décident. Alors, ce qui est frappant, c'est que tous ces moyens, tout cet argent a été dépensé pendant plus de 10 ans pour rien. Et j'ai envie de dire, pour aggraver le terrorisme dans le Sahel. Ce qui est regrettable, c'est que les Nations Unies, malgré le fait que cette recette a démontré ses limites et ne fonctionne pas, continue dans la plupart des pays africains à faire exactement la même chose. Comment comprendre qu'on décide d'avoir des missions de maintien de la paix dans des pays en guerre? À côté de l'amunissement au Mali, comme vous le savez, l'ONU a multiplié les missions de maintien de la paix dans plusieurs pays africains. Tenez-vous bien, la MONUSCO est au Congo depuis pratiquement 70 ans, mais il n'y a aucun résultat. Alors que normalement, c'était des missions qui étaient censées être ponctuelles, mais elles finissent par s'éterniser. Il y a une société américaine, the International Rescue Committee, qui a estimé que depuis 1998, il y a eu plus de 6 millions de Congolais qui sont morts. Le plus important dans une situation de guerre, sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, est la protection des civils. En RDC, les citoyens congolais ne sont pas convaincus que celle-ci est la priorité des priorités pour la MONUSCO. Il s'avère donc indispensable que la MONUSCO se mette en œuvre dans ce domaine. Une posture robuste et offensive est aussi nécessaire, car une MONUSCO qui ne serait pas en mesure de s'imposer et de dissuader sur le terrain aura beaucoup de mal à s'acquitter de sa mission et de son mandat de protection des civils. Pour ce faire, la RDC demande au Conseil de sécurité d'allouer à la MONUSCO des moyens suffisants, d'actualiser l'armement, les hélicoptères et d'élever les standards des équipements. On se rappelle encore de la MINUSCA en République centrafricaine. Toutes ces missions n'ont produit aucun résultat palpable sur le terrain, mais ont coûté énormément d'argent aux pays africains et bien sûr aux pays donateurs. La sensibilité du sujet ne fait aucun doute au regard des débats longs qui ont été nécessaires pour aboutir au vote du texte proposé. Texte qui, pour la partie centrafricaine, est non satisfaisant, car ne prend pas en compte l'appréciation, les attentes de la République centrafricaine, ainsi que les impératifs d'une opération de maintien de la paix qui doit gagner davantage en efficacité. La République centrafricaine se félicite et salue les États qui ont supporté la cause centrafricaine par leur contribution efficace pour ne point laisser les dérives de violation des principes de la Charte des Nations Unies, qui sont appréciés que selon la similarité du continent d'appartenance des États membres, avec une pratique du deux poids deux mesures, où bien tristement, on constate que les conflits en Europe font l'objet de recherches de solutions proactives, de sanctions contre celui qualifié d'agresseur, de soutien en armement et d'appel à une solidarité forcée ou de gré. Alors qu'en Afrique, les conflits sont sujets à tergiversation, avec des opérations de maintien de la paix dont les limites et l'inefficacité du fait de ne pas être en cohérence avec la situation ne sont plus à démontrer. Des missions avec des soldats, des casques bleus dépourvus de moyens et équipements adéquats pour faire face à des groupes armés surarmés. Dépourvus de proactivité avec des modalités d'engagement sur le terrain trop lourdes, où l'on voit des interventions de contingents arriver après les exactions. Je vous citerai deux cas. Le cas des maisons incendiées dans la localité de Kakabandoro en 2021, ou le cas également des religieuses qui se sont fait carboniser dans leur voiture par des groupes armés, et cela sous les regards de contingents impuissants. Pour revenir au cas de Kakabandoro, qui est un cas éloquent, je voudrais indiquer que lors de la
de l'incendie des différentes maisons, le contingent en présence dans cette localité depuis de nombreuses années a été appelé au secours par la population. Mais ce contingent est arrivé sur les lieux des exactions que le lendemain. On a envie de se demander comment peut-on avoir une recette aussi maladroite et continuer à croire qu'on peut avoir un résultat différent. Comment peut-on faire la même chose chaque jour et espérer un résultat différent? Ces missions de maintien de la paix en pleine guerre ne s'expliquent nullement. Conséquence logique, vous avez des populations qui sont massacrées au vu et au su des militaires de l'ONU qui sont là, mais qui vous expliquent qu'ils ne peuvent pas intervenir parce que leur mandat, c'est un mandat de maintien de la paix. En d'autres termes, vous avez des gens qui vous agressent et pour venir vous aider, on vous envoie une force d'interposition qui en réalité ne s'interpose même pas. Elle a juste une présence sur le territoire et laisse ceux qui sont en train de vous agresser continuer à faire leur travail de manière beaucoup plus discrète, peut-être uniquement du fait de leur présence. Sachez que les opinions nationales et internationales observent et jugent la crédibilité des décisions prises au sein de ce Conseil. Le monde n'est que conflit, c'est-à-dire que tout comme la Société des Nations, il est urgent de repenser l'organe garant de la sécurité internationale. La réforme du Conseil de sécurité est devenue inévitable. Une représentation plus équilibrée de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité ne pourra être que salutaire pour une sécurité internationale garantie. Il faut noter la responsabilité engagée de plusieurs puissants dans plusieurs théâtres de conflit au détriment des plus faibles. Je cite ici la Libye, l'Irak, la Palestine, l'Afghanistan, la République centrafricaine, le Tchad, et j'en passe. De même, la non-corrélation entre les discours humanitaires et les actions humanitaires, car nous sommes tous conscients ici que 80% des dons des imminents États contributeurs servent en premier lieu, non pas à la cause humaine, mais au fonctionnement des organismes prônant la cause humanitaire. L'humanitaire entretient l'humanitaire et la précarité de toute une population soumise qu'à des plans d'urgence humanitaire et non à des programmes de développement économique. De même, le projet de texte listant les bons offices de la MINUSCA, jusque sur les domaines de souveraineté, est preuve d'une volonté non pas de résoudre le conflit centrafricain, mais de l'entretenir, car nous savons aussi que l'accord de siège imposé et signé en 2014 en période d'extrême vulnérabilité maintient le pays dans une dépendance voulue, dans un souci de préservation de certaines hégémonies. Résoudre le conflit centrafricain n'est qu'une simple question de volonté politique des uns et des autres. En effet, Monsieur le Président, pour cela, il nous faut nous parler, et cela à hauteur d'homme. J'ai eu l'occasion de le dire, et je ne le répéterai pas assez. Il ne suffit pas de parler humanité, il nous faut pratiquer l'humanité et traiter les conflits dans leur contexte. Je dois avouer que cette façon de faire, notamment vis-à-vis de l'Afrique, laisse songeur. On se rappelle tous qu'actuellement, dans le monde, il y a une guerre qui fait énormément parler et dont les conséquences sur le reste du monde sont juste indescriptibles. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi les puissances occidentales qui disent défendre bec et ongle l'Ukraine n'ont pas pensé à envoyer des forces en Ukraine. Pourquoi on n'a pas eu une sorte de Barkhane, une sorte de Takuba, une sorte de Serval en Ukraine? Puisque selon la définition des Occidentaux eux-mêmes, ce qu'est en train de subir l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, c'est une agression. On se serait attendu justement qu'on ait ce type d'intervention en Ukraine si on veut véritablement aider l'Ukraine. Mais à quoi a-t-on assisté? Le visage de la guerre change et la mission de ce groupe de contact aussi. Nous allons travailler ensemble pour former les forces ukrainiennes pour le long terme. Nous travaillerons ensemble pour intégrer les capacités de l'Ukraine et renforcer ses opérations conjointes sur le long terme. Nous travaillerons ensemble pour moderniser nos bases industrielles afin de répondre aux besoins de l'Ukraine sur le long terme et nous travaillerons ensemble pour la production et l'innovation afin de répondre aux besoins d'autodéfense de l'Ukraine sur le long terme. On a passé le temps à envoyer des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre elle-même.
Sauf que quand il s'agit du Mali, de la République centrafricaine, de la Côte d'Ivoire, on lui impose de recevoir des soldats français, américains, allemands ou encore espagnols sur son sol. L'aide de la France au G5 Sahel, est-ce que ça a pu faire quelque chose? Non, elle continue. Elle continue. Ouais. Bon, pendant toute cette période, on n'a pu rien obtenir. Mais attention, si par exemple, la France avait décidé d'aider vraiment et dit donnez-moi pendant 5 ans vos soldats, je les forme en commando. Je vais vous créer une usine d'armement pour que vous fabriquiez vous-même vos armes, etc., etc. Ça changerait tout. Mais c'est seulement, il faut que je vous vende des armes, il faut que je vienne vous entraîner, il faut que mes soldats vous disent ce qu'il faut faire. Mais ça veut dire que moi, je n'aurai jamais la possibilité d'être quelqu'un. Et je prends l'ONU, MONUSCA, en République centrafricaine, 20 ans, sans résultat. Oh, il était possible. En République centrafricaine, on ne sait même pas fabriquer une cartouche. On aurait pu plutôt créer une école, une très haute école militaire, pour dire qu'au bout de 4 ans, 5 ans, vous serez capable de vous défendre par vous-même, d'avoir une armée. Mais pire, on va jusqu'à vous dire, à lui dire qu'on lui défend d'acheter des armes. Justement, la République centrafricaine est toujours sous embargo. Et l'ONU dit toujours que c'est une aide à la République centrafricaine. Il faut quand même être bête comme nous pour accepter cela dans ces conditions-là. Est-ce qu'il ne serait pas temps, justement, si on voulait vraiment aider les armées africaines, de leur donner des moyens? Parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, il y a des soldats valeureux. On parle toujours de l'armée tchadienne, l'armée camerounaise, l'armée malienne et même l'armée du Niger, qui sont des armées qui ont des hommes extrêmement compétents, qualifiés et qui maîtrisent le terrain. Ils ont l'avantage de connaître le terrain. Est-ce qu'un soldat français peut mieux combattre les groupes djihadistes qu'un soldat malien? On sait très bien qu'il y a l'obstacle du climat, il y a la barrière de la langue. Alors, pourquoi est-ce qu'on impose des hommes au sol dans ces zones de conflit? La réalité, c'est que les intérêts sont ailleurs et que cette présence militaire n'est pas là pour lutter contre le terrorisme ou alors pour s'opposer aux groupes rebelles. La raison de leur présence est ailleurs. Il s'agit de la préservation d'un précaré, il s'agit de la protection des voies d'accès, il s'agit de la sécurisation de l'exploitation des ressources naturelles des pays qu'on contribue souvent à déstabiliser. Ce qui se passe au Mali, Jules Domché, c'est la suite de cette logique. Car en fait, le Mali a été déstabilisé, comme on le voit aujourd'hui, à partir de 2011, quand la coalition occidentale, avec à sa tête la puissance française, a détruit l'État libyen. Cette destruction s'est faite dans le cadre d'un plan coordonné. La destruction de l'État libyen devait entraîner la déstabilisation du Sahel. Vous voyez comment ça descend. Le Sahel déstabilisé, on avait ce que le président Emmanuel Macron appelait les États faillis. Ces États étant faillis, qui prospèrent quand l'État faillit? Ce sont les terroristes, ce sont les bandits. Et devant cette prospérité des terroristes, des bandits qui ont été favorisés, on propose donc une offre, c'est la recolonisation militaire de l'Afrique. On repositionne sur toute la bande sahélienne, comme vous le voyez, les forces occidentales. On remet en place un immense commandement militaire américain du continent africain. C'est la réalité. L'Afrique est encerclée de troupes. Rien que de la part de la puissance française, il y a 12 000 hommes en armes qui quadrillent l'Afrique. Camp de Libreville, camp de Djibouti, camp de Dakar et camp d'Abidjan, sans oublier les camps militaires intermédiaires qui vont du Centrafrique jusqu'au Sénégal, si on voit la diagonale. Tout ce qui a été mis en place là, à partir de 2011, c'était la recolonisation militaire du continent. Et si vous suivez l'actualité, vous entendez les mêmes dire que le golfe de Guinée est en train d'être instable, parce qu'il y a des terroristes qui ont frappé au Bénin, qui frappent au Cameroun, et qu'il leur faudrait aider à la sécurisation du golfe de Guinée en faisant quoi? En installant des bases militaires occidentales dans toute cette région. Voilà la contradiction que le Mali a levée par la grande décision géopolitique de chercher dans son alliance avec la Russie une solution non occidentale d'alliance pour combattre efficacement contre le terrorisme. Et on voit les résultats. En 6 mois, dans ce pays de mise en place de cette nouvelle orientation géopolitique, la peur a changé de camp,
Les résultats sont là. L'État malien est en train de reprendre position sur son territoire. Phénomène que j'avais observé en Centrafrique, où 80% du territoire était contrôlé par les groupes armés. La coopération russo-centrafricaine a repris 90% de territoire sous le maillage de l'État. Donc, ce qui se passe ici au Mali, c'est que les Africains ici ont pris une grande décision. Pour la paix et la sécurité, ils ont décidé de prendre des décisions qui fâchent ceux qui veulent maintenir, par l'instrumentalisation du chaos, eh bien, la suggestion, la soumission du continent africain. Et c'est un moment épistémologique majeur. Toutes les menaces qui pleuvent sur le Mali, 17 pays qui ont menacé le Mali en décembre 2021, les menaces, les tentatives de mise en place de résolution des Nations Unies pour sanctionner, les sanctions de la CEDEAO, tout ça répond au fait que ce changement de paradigme qui va faire basculer l'Afrique dans la marche vers une vraie indépendance, ce changement de paradigme est mal vécu par ceux qui considèrent dans leur doctrine politique, dans leur vision du monde, que l'Afrique doit être essentiellement une plantation, une mine et un marché d'écoulement de leurs produits finis. Que l'Afrique ne doit jamais devenir une puissance autonome sur les plans économiques, militaires, géopolitiques, sur le plan diplomatique. L'autre chose aussi concernant l'Ukraine, c'est l'ONU. On a tous constaté que l'ONU n'a pu rien faire de concret par rapport à l'Ukraine. La raison est toute simple, c'est que l'organe de décision réelle de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Et pas de peau pour les Occidentaux, la Russie en est membre et détient un droit de veto. Elle a d'ailleurs justement bloqué tout ce qui pouvait se faire contre elle au niveau du Conseil de sécurité. Et c'est pour cela qu'on dit que l'Afrique doit pouvoir se mobiliser, s'unir pour parler d'une seule voix. Si l'Afrique avait une voix qui portait au niveau des Nations Unies, il est clair qu'on aurait pu, à l'époque de la guerre en Libye, opposer un droit de veto pour que nous ne subissions pas ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui en Afrique de manière générale et dans le Sahel en particulier. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina Faso et même au nord du Togo est tout simplement la conséquence de la destruction et de la déstabilisation de la Libye. En guise de conclusion ici, il est question de nous faire comprendre l'importance de l'équilibre de la terreur. Si l'ONU n'a rien pu faire face à la Russie, c'est tout simplement parce que la Russie détient un droit de veto et un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, tant que l'Afrique n'aura pas voix au chapitre, nous continuerons à accueillir sur notre sol ces différentes missions des Nations Unies qui, en fin de compte, ne produisent aucun résultat.